Bienvenue sur Tsunami IA, le podcast dédié à la déferlante de l'intelligence artificielle. Je suis Dimitri, votre hôte, et avec l'aide de mon assistant IA Josh, nous allons naviguer ensemble à travers cet océan de changements technologiques. Si vous aussi vous avez le sentiment que l'IA est un changement majeur sur lequel il faut réfléchir et s'informer, ce podcast est fait pour vous. Nous explorons, nous décryptons et surtout nous essayons de surfer sur cette immense vague de transformation que l'IA apporte à notre société. Durant chaque épisode, nous plongerons dans les sujets d'actualité, nous discuterons, parfois avec des experts, pour vous donner les outils nécessaires pour embrasser cette révolution. Est-ce que vous êtes prêts à plonger avec moi ? Bienvenue sur ce 13e épisode du podcast Tsunami IA. Et cette fois-ci, on enregistre en 2024. Donc j'en profite pour vous souhaiter à nouveau une très bonne nouvelle année. C'est vrai que le podcast précédent, il est sorti le 1er janvier, mais je l'avais enregistré un petit peu avant. Et sans plus tarder, on va regarder un petit peu ce que les nouvelles sur l'intelligence artificielle nous apportent en ce début d'année 2024. Et la partie news a été assez riche. Je l'ai construit un petit peu différemment de d'habitude, donc voilà, vous me ferez vos retours pour me dire si ça vous plaît ou pas, à voir si cette nouvelle technique, en tout cas de construction de ma section news, vous plaît ou pas, pour continuer sur ce même modèle ou reprendre le modèle que j'utilisais dans les épisodes précédents. Donc on va commencer par la première news qui concerne Perplexity AI, donc qui est une startup américaine et qui a annoncé le 4 janvier 2024 avoir levé 73,6 millions de dollars. Donc ça, c'est une levée qui a été menée par IVP avec la participation de Nvidia et d'autres, valorisant l'entreprise aujourd'hui maintenant à 520 millions de dollars. Donc Perplexity, c'est quoi ? C'est une entreprise qui a été fondée en 2022 et qui vise en fait à concurrencer Google avec un système de chatbot qui va plutôt utiliser ce modèle de chat pour faire des recherches en fait sur Internet plutôt qu'une barre de recherche comme on peut la connaître aujourd'hui. Donc l'idée, c'est d'utiliser un large language model, un petit peu comme ChatGPT, pour faire une recherche directement sur Internet avec un langage naturel, plutôt que d'utiliser une barre de recherche comme celle qu'on peut avoir sur Google. Donc avec plus de 100 millions de dollars levés et 10 millions d'utilisateurs actifs mensuels, Perplexity offre également une version payante à 20 dollars par mois, un petit peu comme aussi ChatGPT, qui offre des fonctionnalités supplémentaires. Mais bon, pour l'instant, c'est un modèle économique qui reste incertain, donc on verra si c'est quelque chose qui fonctionnera bien, puisque forcément, je pense que ça va être compliqué pour eux de se rémunérer sur de la publicité, un petit peu comme ce que peut faire Google aujourd'hui. Mais voilà, c'est intéressant de voir qu'il y a une vraie concurrence qui arrive sur ce type de besoin, le besoin de faire des recherches sur Internet. Et en plus de ça, il y a quand même une contrainte qui est qu'aujourd'hui, les large language models sont souvent très censurés, donc ça va être aussi compliqué de faire fonctionner un large language model qui a parfois des censures sur les choses qu'on peut lui demander sur un moteur de recherche, mais en même temps on a aussi de la censure sur les moteurs de recherche aujourd'hui. Je pense par exemple au piratage informatique avec des sites qui peuvent des fois être bannis par des gouvernements, en tout cas avoir des demandes de bannissement de certains sites internet auprès des fournisseurs d'accès à Internet de leur pays pour certains types de sites, comme le piratage, voilà. Donc on verra comment ces problématiques aussi pourront être gérées par cette entreprise. Alors Perplexity AI, pour ceux qui veulent tester, est disponible via du coup le site internet Perplexity, perplexity.ai, donc AI. Et voilà, ça marche un petit peu comme un moteur de recherche, mais sous forme de langage naturel. Donc vous pouvez lui poser des questions et il vous répondra en faisant lui de son côté des recherches sur Internet, un petit peu comme ce que peut proposer la dernière version de ChatGPT+. Donc je le trouve pour l'instant pas forcément extrêmement efficace, mais c'est intéressant de voir que voilà, il y a des levées de fonds qui se font sur ce genre d'entreprise et que je pense qu'il va se passer pas mal de changements sur l'aspect moteur de recherche, puisque c'est vrai que si on se retrouve avec des large language models qui fonctionnent correctement, pourquoi continuer à devoir rentrer des mots-clés dans un moteur de recherche quand on peut parler avec un langage naturel, poser notre question et avoir directement une intelligence artificielle qui fait la recherche pour nous et qui nous fait un résumé des résultats, en plus en nous donnant généralement les sources depuis lesquelles elle a récupéré les données, ce qui nous permet de vérifier ce qu'elle dit et de s'assurer qu'elle n'a pas halluciné la réponse. Ensuite, la news suivante, on a une résurrection du rock'n'roll, puisque Elvis Presley revient sur scène grâce à l'intelligence artificielle. Donc la société britannique Layered Reality, qui est spécialiste des shows immersifs, a annoncé en fait une série de concerts intitulés Elvis Evolution, prévue pour fin 2024, où un hologramme d'Elvis Presley sera créé grâce à l'intelligence artificielle.
et il se produira du coup sur scène. Donc ils promettent en tout cas que ce spectacle sera une version incroyable et authentique de Elvis, et qu'ils ont réalisé tout ça avec un accord en fait de plusieurs millions avec Authentic Brands Group pour accéder aux archives du King. Donc en fait c'est eux actuellement qui ont les droits sur les musiques d'Elvis Presley, et en tout cas qui ont aussi suffisamment d'archives vidéo notamment pour pouvoir réaliser ce modèle d'intelligence artificielle. Donc la tournée elle débutera en novembre à Londres, puis elle continuera à Las Vegas, Berlin et Tokyo, et donc ils en profiteront pour présenter tous les tubes d'Elvis via un avatar qui sera généré par une intelligence artificielle. Donc ils nous promettent un réalisme assez époustouflant, et c'est une technique notamment qu'ils pensent pouvoir utiliser avec d'autres célébrités. Ils parlent notamment de Mariah Carey, de ABBA ou de Tupac. Donc on verra si aussi ces autres artistes commenceront à à faire des représentations en tout cas à travers le monde grâce au modèle d'intelligence artificielle. Et a priori, notamment, ce modèle d'intelligence artificielle sera capable de réagir en temps réel avec le public pour créer aussi une meilleure dynamique lors du concert. Donc je pense qu'on en avait parlé dans un épisode précédent, hein. C'est vrai que c'est quelque chose qui existe déjà plus ou moins, dans le sens où on a une artiste qui est en fait derrière une intelligence artificielle qui s'appelle Hatsune Miku, qui est une artiste japonaise, et qui est en fait un système qui a été créé par une entreprise et qui permet à n'importe qui, du moment qu'on paye les droits, de créer entièrement une musique grâce à ce logiciel en fait. Et notamment, ce qu'ils ont fait quand ils ont créé Hatsune Miku, c'est qu'ils lui ont aussi donné une personnalité, ils ont créé un avatar, et en fait, on peut reprendre cet avatar, l'utiliser sous forme d'hologramme, et en fait, faire des représentations, des concerts, à partir de cet avatar. Alors forcément, avec Hatsune Miku, on a quand même un petit souci au niveau de, on va dire, le réalisme de la voix, qui fait quand même un effet un petit peu autotune. On verra si, avec cet avatar d'Elvis, ils arriveront à faire quelque chose qui sera plus réaliste. Je sais pas si leur objectif ça va être de tout simplement remettre les morceaux tels qu'ils ont été enregistrés. Je ne pense pas, je pense qu'on perdrait un peu l'aspect live. Je pense que dans l'idée, ils vont sûrement recréer des morceaux qui pourront légèrement évoluer en fonction, comme il disait, du public, et qui seront un petit peu plus vivants, mais qui auront été entraînés, j'imagine, sur toutes les données qu'ils ont jusqu'à aujourd'hui d'Elvis Presley. Surtout que s'ils ont pu récupérer les master records de chacun de ces morceaux, donc je sais pas si c'est quelque chose qu'ils ont pu faire ou pas, mais en tout cas ça leur permettrait par exemple d'avoir les pistes séparées d'enregistrement de chacun des morceaux, ça leur permettrait d'avoir une très bonne source de données, et comme souvent avec les modèles d'intelligence artificielle, ce qui est important c'est d'avoir des données de qualité pour pouvoir derrière entraîner son modèle au mieux. Et donc on verra si avec tout ça ils arrivent à faire quelque chose de réaliste. Donc je sais pas ce que vous en pensez, est-ce que c'est des concerts qui pourraient vous intéresser, est-ce que vous trouvez qu'on perd un peu l'aspect intéressant du live où on a vraiment l'artiste en temps réel, ou est-ce qu'au final un live c'est un spectacle, et que tout comme quand on regarde un film, les acteurs ne sont pas là avec nous, et pourtant ça nous empêche pas d'apprécier et regarder un film dans une salle de cinéma. Est-ce qu'au final le fait de se réunir ensemble pour regarder un artiste même s'il est virtuel ne crée pas quand même une certaine magie, et ne crée pas quand même des interactions suffisantes pour rendre le spectacle et le show intéressant? Je pense que le temps nous le dira, puisque de nombreuses entreprises vont se lancer, je pense, dans cette industrie. Du moment qu'ils ont les droits pour le faire, je vois pas ce qui les empêcherait, en tout cas d'un point de vue technique, de lancer des spectacles avec ce type d'intelligence artificielle. Ensuite, on a une news sur l'IA en thérapie, et en fait avec les jeunes qui se tournent sur les chatbots pour faire entre guillemets leur thérapie. En fait, on a de plus en plus de jeunes, généralement entre 18 et 30 ans, qui utilisent le site internet character.ai. Donc on en avait parlé, il me semble, aussi sur le podcast précédent, sur le podcast sur le Père Noël, où je vous expliquais un petit peu comment on pouvait potentiellement créer un personnage virtuel avec une intelligence artificielle, et surtout ce qui existait déjà aujourd'hui. Et donc character.ai, c'est un site où on peut discuter avec des chatbots qui en fait imitent des personnages fictifs ou réalistes, et ils ont notamment sur ce site internet des chatbots qui imitent les psychologues ou les thérapeutes. Et c'est une tendance qui soulève des questions sur la santé mentale. Le chatbot psychologiste, en tout cas, qui est disponible sur le site internet, il a été lancé par des étudiants en psychologie, et ils ont enregistré 78 millions de messages en un peu plus d'un an, dont 18 millions en novembre 2023. Donc bien que certains utilisateurs rapportent un sentiment de réconfort en discutant avec ce chatbot qui a l'air de comprendre leurs émotions,
les professionnels de la santé mentale restent sceptiques face à cette nouvelle tendance en fait. On a notamment Teresa Pluman, qui est une psychothérapeute et qui note que l'intelligence artificielle n'est pas encore à la hauteur d'un vrai thérapeute humain. Donc c'est vrai que ça fait sens, hein. Pour l'instant j'imagine qu'on n'en est pas encore à ce niveau-là. Donc forcément le site internet Character AI a précisé que son service n'avait pas pour but de remplacer les professionnels certifiés de l'intelligence artificielle, mais effectivement l'engouement pour ce chatbot thérapeute reflète peut-être aussi une augmentation des problèmes de santé mentale et un manque de ressources accessibles pour faire face à ces problèmes. Il indique aussi peut-être un phénomène de besoin croissant d'attention et de soins dans le domaine de la santé mentale, en particulier parmi les jeunes. Prochaine news, on a Intel qui lance Articulate pour révolutionner l'intelligence artificielle d'entreprise. Donc Articulate, c'est un petit jeu de mots, hein, ça s'écrit articule avec un 8 à la fin, donc en anglais Articulate. Et en fait, c'est une collaboration avec Digital Bridge Group qui a annoncé la création donc, de cette entité qui va être dédiée à la fourniture de plateformes logicielles pour l'intelligence artificielle générative. Donc le but de Articulate pour Intel, ça va être de créer une plateforme un petit peu basée a priori sur l'architecture x86 qui appartient déjà à Intel, qui est l'architecture des processeurs actuellement qu'on utilise généralement sur les ordinateurs Windows, mais aussi sur des serveurs. Mac a fait la transition, avant ils étaient aussi sur cette architecture-là, maintenant ils sont passés sur l'architecture ARM. Bon, on fera peut-être un épisode à l'occasion dédié un petit peu hardware si c'est quelque chose qui peut vous intéresser. Mais en tout cas, ce qu'il faut retenir, c'est que Intel va se lancer dans la course aussi à la création de microprocesseurs dédiés à l'intelligence artificielle, un petit peu comme Nvidia le fait déjà. On sait que AMD sont aussi sur le coup, donc voilà, on constate en tout cas que ces entreprises-là sont vraiment en train d'embrasser le tournant vers l'intelligence artificielle. Ils sont en train d'aujourd'hui travailler sur les futures architectures qui pourront héberger les futurs modèles concurrents de ChatGPT ou même ChatGPT dans ses versions futures 5 et autres. Donc ça reste le nerf de la guerre. Il ne faut pas oublier que sans cette puissance de calcul, on ne peut pas entraîner correctement un large language model conséquent comme ChatGPT par exemple, qui a priori prend une très grosse quantité de ressources, même si on ne la connaît pas exactement, puisque cette information n'est pas communiquée par OpenAI. Ça reste quelque chose qui est clé pour s'assurer que l'intelligence artificielle fonctionne bien, c'est d'avoir une très bonne puissance de calcul, même si en travaillant sur les modèles, on peut réussir à avoir des modèles qui sont plus ou moins optimisés et qui peuvent tourner sur des architectures moins gourmandes en tout cas que des gros serveurs. Alors ensuite, on a une news sur Mia, qui est l'IA pédagogique qui va essayer de révolutionner l'éducation pour les classes de seconde. En fait, le ministre de l'Éducation nationale, Gabriel Attal, il a annoncé le déploiement pour septembre 2024 de Mia Seconde. C'est un outil d'intelligence artificielle qui est conçu pour accompagner les élèves de seconde en France et qui va se concentrer sur le français et les mathématiques. En fait, il a été développé par l'entreprise française EvidenceBee et Mia, pour module interactif adaptatif, va proposer 20 000 exercices. En fait, ça fonctionne avec un système d'apprentissage renforcé où les élèves vont répondre aux exercices et en fonction de leur progression, la difficulté des exercices va augmenter ou diminuer. Ils vont essayer de créer un système d'encouragement aussi au niveau de la progression avec peut-être une certaine gamification. On verra un petit peu comment tout ça sera monté pour encourager les élèves à avoir un bon engagement et à réutiliser l'application. Il va y avoir aussi un algorithme qui va essayer de repérer les exercices qui sont les plus efficaces pour les élèves, pour voir aussi quels pourraient être les meilleurs exercices pour apprendre certaines compétences d'apprentissage. Et c'est vrai que je pense que c'est pertinent, on en avait un peu discuté sur l'épisode où on parlait d'intelligence artificielle et d'éducation, d'intégrer ces outils dès que possible. On verra à quel point ce sera bien fait ou pas. Le fait de pouvoir créer un parcours un petit peu plus adapté à chaque élève, je pense que c'est très pertinent. Ça va permettre de s'adapter au format d'apprentissage de chacun. Maintenant, il faudra voir à quel point ce sera correctement fait, à quel point ça va pouvoir aussi s'intégrer avec les enseignants, le reste de l'organisation en tout cas du lycée. Mais je pense qu'il faut bien commencer quelque part, donc c'est une bonne initiative qui est lancée à ce niveau-là. On aura donc 800 000 élèves de seconde qui auront accès à Mia dès septembre 2024. C'est une application qui sera du coup disponible sur plusieurs appareils en téléchargement. Elle n'aura rien d'obligatoire.
Donc l'idée c'est de garder une certaine flexibilité autour de ça, mais voilà, je pense qu'effectivement avoir ce genre d'outils pour pouvoir adapter au mieux et au plus proche des besoins de chaque élève un format d'éducation, c'est quelque chose qui est je pense pertinent, mais il faut voir aussi voilà, dans l'exécution comment ça va s'appliquer. Ça reste le point le plus compliqué à résoudre, et il faudra bien s'assurer que les 20 000 exercices proposent par exemple suffisamment de diversité pour s'adapter à chacun, que l'algorithme qui va derrière tourner va réussir à effectivement adapter efficacement chaque exercice à chaque élève, et voilà, qu'on va pas reproduire peut-être certains biais qu'on pourrait avoir via les données qu'on a déjà sur ce qui existe déjà dans des exercices précédents par exemple, voir qu'il n'y a pas des biais qui s'accentuent et qu'au final on exclut encore plus d'élèves avec ce genre de système. Alors, prochaine nouvelle, on a des négociations confidentielles qui ont eu lieu depuis plusieurs mois entre des grands acteurs médiatiques américains, dont par exemple le New York Times, Gannett et News Corp, et OpenAI, concernant en fait le prix et les termes de licence pour l'utilisation de leur contenu par l'entreprise d'intelligence artificielle. Donc ces discussions, elles ont été révélées suite à une action en justice du New York Times contre OpenAI et Microsoft pour violation des droits d'auteur. On en a discuté sur l'épisode précédent. Et en fait, ce qu'il se passe, c'est tout simplement que différents médias, et notamment OpenAI, est en train de discuter pour essayer d'obtenir le droit d'utiliser le contenu de ces médias pour entraîner son modèle. OpenAI, avec l'aide et le soutien de Microsoft, cherche à former des systèmes d'IA capables de produire du texte semblable à celui d'un humain, et forcément pour alimenter des applications, du contenu comme celui que produisent les médias tels que le New York Times peut être très pertinent et très utile. Donc forcément, derrière, la presse a vraiment des craintes sur la désinformation et la dévalorisation aussi de leur contenu. Et il y a un vrai débat du coup qui est en train de se créer entre ces médias qui eux ont le contenu et OpenAI qui aimerait bien utiliser ce contenu pour ces données. On ne sait pas si derrière ils arriveront à trouver un accord et à se mettre d'accord sur un système de licence et surtout sur un système de coût pour l'entreprise d'intelligence artificielle qui derrière réutiliserait les informations de ces différents médias. On sait que les relations entre les médias et les entreprises de tech ont souvent été tendues. On a eu pas mal de soucis par exemple avec Google qui réutilisait en partie les articles dans ses publications. On a eu le même souci aussi avec Facebook. Donc, et avec le fait que une partie des titres et le début des articles soient repris et intégrés dans d'autres sites internet, Google, Facebook, on verra si ils arrivent à trouver un accord. On apprend aussi que certains médias comme Bloomberg ou le Washington Post travaillent sur leur propre système d'intelligence artificielle. Et donc ce sera peut-être ça aussi la solution, que chaque média crée son propre modèle pour essayer de concurrencer, par exemple, OpenAI. En tout cas, l'un des risques qui est mis en avant par les médias vis-à-vis de l'intelligence artificielle au niveau des actualités, c'est qu'il y a un véritable risque de fausses informations, de création de fausses informations. Et ça nous amène à la prochaine news qui parle d'un faux article en fait qui aurait été publié le 25 décembre sur le site de médias américain Newsbreak. Et en fait, c'est un article sur un meurtre, mais qui n'a pas eu lieu en fait. Cet article il a été généré par une intelligence artificielle qui a décrit le meurtre fictif qui se serait passé à Brighton, au New Jersey, le jour de Noël. L'article était extrêmement détaillé et il a suscité une véritable alarme sociale sur les différents réseaux sociaux jusqu'à ce que la police confirme qu'aucun crime n'avait eu lieu. Alors l'article n'avait pas d'auteur désigné et il portait une mention indiquant justement que le contenu avait été assigné par une intelligence artificielle qui pourrait générer des erreurs. Malgré cela, ça n'a pas empêché la nouvelle de se répandre jusqu'à ce que la police soit obligée de confirmer que le crime n'avait pas eu lieu. Et donc on a a priori un vrai problème avec ce site internet Newsbreak qui depuis le mois de novembre aurait observé une augmentation de 1000% de fausses informations qui seraient des faux articles publiés par des intelligences artificielles. Donc c'est un phénomène véritablement croissant, surtout sur certains sites a priori. Donc je ne sais pas exactement ce que le site a voulu mettre en place, ils ont dû sûrement mettre en place une intelligence artificielle qui générait automatiquement les articles, et visiblement on a un véritable problème d'hallucination ici, puisque l'intelligence artificielle se retrouve à générer des histoires qui ne sont pas fondées.
et à répandre du coup des fausses informations. Donc dans le futur, je pense que ça va être clé d'avoir des façons de vérifier les informations de manière fiable, puisque avec l'intelligence artificielle qui va prendre de plus en plus de place dans les médias, on voyait tout à l'heure dans la news précédente que Bloomberg et le Washington Post étaient en train de travailler sur leur propre intelligence artificielle. Il va falloir s'assurer que les informations qu'elles diffusent ne sont pas des fausses informations, sinon on va vraiment se retrouver à répandre énormément de fake news, ce qui pourrait être un véritable problème, et donc on va avoir besoin d'une façon de s'assurer que tout ça reste des informations vérifiées. Et ça m'amène à la prochaine news qui parle de Nikon, Sony et Canon qui sont en train de développer une technologie de signature numérique pour leurs appareils photo afin de distinguer les images authentiques des fausses images qui auraient été générées par des intelligences artificielles. Cette initiative elle a été prévue pour être lancée par Sony en premier au printemps 2024, puis par Canon dans la même année. Et le but c'est qu'elle vise à intégrer des informations comme la date, l'heure, le lieu, l'identité du photographe pour s'assurer que la photo n'a pas été générée par une intelligence artificielle. Ça reprend un petit peu l'appareil photo qui était édité par Leica, qui était en train de travailler sur un appareil photo qui permettait de s'assurer qu'une photo n'avait pas été modifiée, ou en tout cas de traquer l'historique lié à une photo du début à la fin. Et tout ça, ça va passer par les technologies du chiffrement, comme je l'avais un petit peu évoqué, et c'est vrai que c'est des technologies qui vont être clés avec l'intelligence artificielle et qui vont nous permettre de vérifier un minimum les informations. Et c'est aussi des technologies qui pourraient très bien s'intégrer avec la blockchain, qui permettrait de vérifier avec une source qui serait décentralisée et qui serait du coup a priori plus neutre, de s'assurer de l'authenticité de photographies par exemple, et avec un système qui permettrait de chiffrer la photo du départ jusqu'à l'arrivée pour s'assurer que à aucun moment elle ait été modifiée. Toujours dans l'aspect fake et fake news, on a eu des vœux de Marine Le Pen qui ont été détournés. En fait, c'est les vœux de la nouvelle année de Marine Le Pen qui ont été détournés pour être convertis du français vers le russe. C'est Loïc Signor, qui est le porte-parole du parti Renaissance, qui a utilisé l'intelligence artificielle pour faire cette transformation. Et il a posté du coup la vidéo transformée sur Twitter en l'intitulant Marine Poutine, pour montrer du coup ses vœux de Marine Le Pen, mais cette fois-ci avec une voix en russe. On avait vu dans un épisode précédent qu'il y avait une chaîne télé qui était en train de se créer et qui se basait entièrement sur l'intelligence artificielle. Et dans cette chaîne télé, notamment, ils avaient été capables de traduire un article qui était en français de traduire un interview d'une personne qui était en français, de le traduire en anglais, et avec une parfaite intonation et surtout en gardant la voix de la personne. Et donc là, c'est le même genre de technologie qui a été utilisée, même si je trouve que pour le coup, la conversion est pas super bien réussie, on va dire. Je trouve que on perd un petit peu quand même la voix d'origine, mais voilà, en tout cas, ça montre encore une fois que il est très facile de faire des fakes avec l'intelligence artificielle, et que c'est quelque chose qui va maintenant être intégré à la communication des partis. Ça peut être utilisé pour décrédibiliser un parti adverse, ça peut être utilisé pour faire de la promotion ou de la propagande de certaines choses. C'est des choses qui ont été vues du coup dans les élections qui ont eu lieu en Argentine. On verra comment les prochaines élections se passeront en France, mais ce qui est sûr, c'est que c'est un outil qui va être utilisé par certains partis, puisqu'il est extrêmement puissant, et que même si derrière les vidéos qui sont générées sont estampillées comme étant générées par une intelligence artificielle, elles gardent quand même un impact fort. Il faut pas sous-estimer le fait de voir une fausse information. Ça va quand même nous inciter à avoir des pensées, à penser certaines choses, même si on sait que c'est faux, ça peut quand même nous influencer, et donc c'est quand même quelque chose à garder en tête, et donc de faire vraiment attention à tout ce qui va pouvoir arriver de plus en plus sur les différents médias, et d'être capable maintenant de remettre les choses en question, les informations quand elles arrivent, puisque on va vraiment arriver dans une ère où il sera très facile de générer de la fausse information. Et où pour l'instant on n'a pas énormément de moyens de vérifier clairement les sources d'informations. Alors forcément, quand on a une news qui est relayée par plusieurs médias, que on a des médias de confiance, là ça nous permet de s'assurer que l'information est véridique, mais c'est vrai que quand on a une news qui vient d'un seul média et avec un contenu qui peut se baser sur des photos, de la vidéo ou ce genre de choses qui elles pourraient être modifiées par une intelligence artificielle, c'est difficile de savoir si c'est une information vérifiée ou non. Et c'est pour ça que je pense que ça va être très important dans un futur très proche d'avoir un système
qui passe par exemple le chiffrement, qui permettrait de s'assurer que les images qu'on ait prises, les photos, les vidéos n'ont pas été modifiées et voilà, n'ont pas été générées par des intelligences artificielles. Et je pense que c'est quelque chose qui va être important à intégrer sur les différents réseaux sociaux et sur les différentes plateformes pour voilà, un petit peu comme quand on a un compte qui est vérifié, avoir des vidéos qui seraient vérifiées et qui nous permettraient de s'assurer que le chiffrement a été respecté de bout en bout et que la vidéo n'a pas été modifiée. Ensuite, on a une nouvelle sur une application qui s'appelle e-Avocat, jeu de mots entre IA et avocat, qui serait une IA juridique qui défie la profession des avocats. Elle a été lancée donc le 1er janvier, donc c'est très récent, et elle a suscité tout de suite une vive controverse, puisqu'elle promet de fournir des conseils juridiques à partir de l'intelligence artificielle sans avoir à impliquer un véritable avocat. C'est une start-up lyonnaise qui a lancé le projet de cette application, qui permet donc de faire des réponses juridiques rapides et précises, donc qui se sont basées sur des décennies de décisions judiciaires et notamment des programmes éducatifs. On ne connaît pas exactement les données qu'ils ont utilisées pour entraîner leur modèle, on ne sait pas non plus aussi quel modèle ils utilisent derrière, mais ça ne m'étonne pas en tout cas de voir ce genre d'application arriver, puisque on a des modèles qui sont disponibles aujourd'hui en open source. On avait parlé la semaine dernière par exemple de Mistral, qui est un très bon large language model disponible de tout le monde et qui en plus ne demande pas une énorme puissance de calcul. Derrière, si on entraîne ce modèle avec nos propres données, on peut arriver à un résultat où on aurait un assistant chat dédié à une certaine tâche, donc ici une tâche juridique. Et si on entraîne bien sur les bonnes données, on pourrait avoir des résultats qui pourraient être assez convaincants, mais voilà, on n'en est encore qu'au début, et ces modèles-là peuvent encore faire beaucoup d'erreurs, et si on veut avoir un modèle précis, ça demande forcément plus de puissance de calcul, plus de technologie, donc c'est pas non plus quelque chose de simple à mettre en place, mais n'empêche que c'est quelque chose qui va peut-être arriver de plus en plus. En tout cas, là, ils ont vraiment eu une communication assez provocante en disant que l'IA était capable de déjà surpasser les avocats. On n'en est pas du tout encore à ce niveau-là aujourd'hui. Et d'ailleurs, ils ont eu un souci puisque le barreau de Paris a exigé le retrait de l'application et des différents stores d'applications, puisque voilà, ils ont véritablement provoqué une indignation de la profession avec la sortie de cette application. Maintenant, c'est vrai qu'aujourd'hui, on n'en est pas à ce stade-là. Clairement, l'intelligence artificielle ne peut pas remplacer les avocats, mais on est quand même à un niveau où elle pourrait, à minima, les assister et du coup leur permettre potentiellement peut-être de traiter beaucoup plus de cas. Et si un avocat peut traiter beaucoup plus de cas, il peut peut-être prendre plus de clients, donc peut-être que aussi les prix des avocats pourraient être vus à la baisse, puisque des avocats qui embrasseraient la technologie seraient capables de conseiller bien plus et d'accompagner bien plus de clients. Et on aurait un petit peu le même fonctionnement que dans d'autres professions où avec l'intelligence artificielle on peut gagner en rapidité, et donc en gagnant en rapidité potentiellement on peut dévaluer le travail qu'on fait et du coup revoir les coûts à la baisse. On verra en tout cas comment tout ça pourrait évoluer, mais c'est vrai que c'est un domaine où l'intelligence artificielle peut être particulièrement pertinente, puisque en utilisant toutes les données qu'on va pouvoir facilement retrouver, puisque les données juridiques sont des données publiques, on peut vraiment bien entraîner un modèle, et si ce modèle-là fonctionne correctement, on pourrait avoir un résultat assez correct. Donc je ne sais pas si l'intelligence artificielle remplacera les avocats d'aussitôt, mais c'est vrai que c'est une des professions qui risque d'être en tout cas impactée par l'intelligence artificielle. Et justement, dans le même sujet, des professions qui risquent d'être impactées par l'intelligence artificielle, on a Nabla, qui révolutionne le secteur médical avec une levée de 24 millions de dollars. Donc Nabla, c'est une start-up française qui est spécialisée dans l'intelligence artificielle pour la santé, et elle a récemment levé 24 millions de dollars donc, pour développer son assistant médical numérique, qui s'appelle Nabla Copilot. Donc Nabla Copilot, il génère automatiquement un compte-rendu médical après chaque consultation qui permet aux médecins d'économiser jusqu'à 40% de leur temps concernant le traitement des patients. Et donc ça leur permet de passer davantage de temps avec leurs patients plutôt que de passer leur temps à générer des rapports ou en tout cas à faire une partie administrative qui est une grande part de leur temps. Donc c'est, je pense, un aspect très pertinent et du coup qui est plutôt bien accepté par les médecins, puisque aujourd'hui il y aurait 20 000 médecins qui utiliseraient l'assistant pour 3 millions de consultations.
Donc je pense que voilà, c'est effectivement un des domaines où là on va avoir vraiment un véritable ajout de la part de l'intelligence artificielle. Ça va permettre de faciliter le travail des médecins, de leur permettre de faire des rapports plus rapidement, qui seront peut-être aussi plus détaillés, peut-être avec un langage plus adapté aux patients, puisque les large language models seront vraiment capables de remplir cette mission à partir des données voilà, qu'ils auront eues pendant la consultation. Donc je ne sais pas exactement comment l'application Nabla Copilot fonctionne aujourd'hui, mais en tout cas je pense que très rapidement on pourrait voir une application qui serait capable d'enregistrer par exemple tout ce qui se passe pendant la consultation et qui serait capable derrière de faire un résumé, un rapport détaillé de la consultation, peut-être de préparer directement les ordonnances, de s'occuper de tâches un petit peu administratives comme celle-ci. C'est déjà des choses qui sont possibles aujourd'hui avec les réunions quand on passe par des applications d'intelligence artificielle comme Firefly par exemple. Donc ça ne m'étonnerait pas de voir une chose similaire dans la profession médicale et ça permettrait aux médecins de se dégager en tout cas pas mal de temps et je pense que du coup ce serait plutôt une belle innovation. Dans un autre contexte, on a une news sur Amouranth qui est une célèbre en fait streameuse qui stream sur la plateforme Twitch et qui a 6,3 millions d'abonnés sur la plateforme Twitch. Et elle a récemment introduit son double virtuel intelligence artificielle pour des interactions intimes et payantes. Donc on avait déjà vu des influenceuses lancer ce type de chatbot qui donc se base sur des large language models, mais aussi sur de la génération d'images a priori avec des outils comme Stable Diffusion, qui sont encore une fois des outils open source, donc plutôt facile pour des développeurs à remoduler pour en obtenir une utilisation un petit peu différente que celle qu'on peut voir avec un usage comme celui de ChatGPT. Et donc du coup, cette streameuse, elle a décidé de lancer son premier chatbot personnalisé qui est censé reprendre en fait sa personnalité et qui permet donc d'avoir des discussions et avec différents niveaux, donc des systèmes d'abonnement qui sont des abonnements mensuels qui vont de 5,99$ à 199,99$. Donc a priori ça pourrait pour elle lui permettre de gagner pas mal d'argent. Et en fait, la façon dont ça fonctionne, c'est que les utilisateurs se connectent à la plateforme, ils discutent ensuite avec le double virtuel d'intelligence artificielle de cette streameuse, qui aurait été entraînée sur forcément sa personnalité, sur des données qu'elle aurait fournies du coup à ses développeurs pour avoir quelque chose qui se rapproche le plus d'elle. Et ce qui fait qu'il y a différents niveaux d'abonnement, c'est qu'en fonction du niveau d'abonnement qu'on a, on peut avoir par exemple de la génération de voix, qui se base donc du coup encore une fois sur la voix de la streameuse, avec un modèle de génération de voix qui a été entraîné sur sa voix, mais aussi des images qui pareil sont des modèles entraînés sur des images que la streameuse aurait fournies au modèle, et pareil des vidéos. Donc encore une fois je pense que ça utilise des applications comme Stable Video, donc voilà des choses qui sont open source mais qui bien programmés, correctement configurés avec un bon dataset permettent un résultat qui peut être assez correct, même si pour l'instant à chaque fois qu'on va avoir, je pense sur la partie audio, c'est là où on va être le plus bluffé et où ça va être le plus difficile de reconnaître une vraie voix d'une fausse voix. Mais en tout cas sur la partie image, on arrive à un bon niveau, mais généralement on peut encore distinguer les images générées par des intelligences artificielles des vraies images, même si ça dépend de l'entraînement du modèle. En tout cas là sur le modèle qui est proposé par cette streameuse, je trouve que la qualité des images est encore facilement discernable. Et par contre, on a aussi la vidéo qui arrive, la vidéo qui pour l'instant est encore aussi quelque chose qui est en développement, donc c'est relativement simple de se rendre compte que la vidéo est générée par une intelligence artificielle. On a encore beaucoup de défauts, mais c'est des choses qui peuvent évoluer rapidement. Et je pense que ça va nous ramener au tout premier épisode, où je parlais des acteurs qui pourraient maintenant devenir des licences et qui pourraient du coup vendre leur double virtuel d'intelligence artificielle à des productions pour qu'ils puissent utiliser leur double dans leurs films. Là on se retrouve avec des influenceurs, des streamers, là une streameuse en tout cas qui décide de faire ce double virtuel d'intelligence artificielle, mais plutôt sous la forme d'un chatbot pour avoir un meilleur engagement de ses fans et surtout pour pouvoir aussi en tirer des revenus via un système d'abonnement. Et enfin, la dernière nouvelle, on a le gouvernement français qui a annoncé un nouvel arrêté qui permet à l'intelligence artificielle de verbaliser les conducteurs circulant illégalement sur des voies réservées. Donc en fait, c'est une mesure qui a été confirmée par le cabinet du ministre délégué chargé des Transports Clément Beaune, et elle vise à améliorer le respect des espaces dédiés au covoiturage et au transport en commun. L'IA, elle est capable de compter le nombre de passagers, même à grande vitesse, avec un taux d'exactitude de 97%, et donc du coup, ça lui
ça permettrait de faire de la vidéo-verbalisation de façon très précise, même si il précise quand même qu'aujourd'hui, ce sera des verbalisations qui seront confirmées par un humain. En tout cas, la CNIL a approuvé les modalités de ce dispositif. Elle précise aussi que les images qui seront capturées flouteront les visages des passagers mais pas celui du conducteur, et que les données collectées incluront la date, le lieu, le nombre de personnes qui étaient dans la voiture, le modèle du véhicule, la plaque d'immatriculation, et que tout ça sera utilisé pour vérifier si le véhicule était autorisé ou non à circuler sur la voie réservée. Alors personnellement, je ne suis pas étonné de voir ce genre d'intelligence artificielle qui arrive. Forcément, c'est une façon très efficace pour un gouvernement de s'assurer que la loi est respectée. Ça ne m'étonne pas du coup que ça arrive rapidement sur les routes. Là, pour l'instant, on parle de voies réservées, mais c'est quelque chose qui pourrait être très facilement utilisé aussi pour détecter les personnes qui grillent un feu rouge, par exemple, ou qui ne respectent pas, un dépassement par la droite, ce genre de choses-là. Il suffit en fait d'utiliser une vidéo d'une qualité suffisamment correcte pour pouvoir détecter tout un tas d'infractions. Sans avoir à utiliser un système aussi élaboré que celui d'un radar, où là il faut prendre une mesure, il faut s'assurer que le système est fiable, le système doit être homologué, on passe quand même par des contraintes assez élevées. Si on a une caméra de suffisamment bonne qualité, pour pouvoir par exemple lire la plaque d'immatriculation, on peut, avec une bonne intelligence artificielle, calculer énormément de choses. On peut savoir la vitesse, ou en tout cas avoir une très bonne estimation de la vitesse du véhicule, puisque entre différentes frames de la vidéo, on va pouvoir calculer de combien la voiture s'est déplacée. On va pouvoir vérifier les comportements, si un véhicule dépasse par la droite, s'il franchit une ligne, s'il utilise une voie du coup qu'il n'est pas censé utiliser, s'il prend un sens interdit, s'il prend un feu rouge. Enfin voilà, c'est des choses qui sont globalement assez faciles à faire avec l'intelligence artificielle. Maintenant, on va voir à quel point ça va être aussi accepté et comment ce sera mis en place et appliqué. Je sais que quand les radars automatiques sont arrivés, il y a eu beaucoup de protestations en France, beaucoup de vandalisme sur les radars. Au final aujourd'hui ils sont là et plutôt bien acceptés a priori. Donc je ne sais pas comment ça se passera pour cette partie verbalisation via intelligence artificielle, mais il faut savoir que c'est quelque chose qui en tout cas est possible et qui est plutôt facile à faire. Et donc du coup ça ne m'étonne pas en tout cas de voir que les gouvernements s'accaparent cette technologie pour l'utiliser. Et d'ailleurs, c'est un petit peu ce qui va aussi nous amener sur le sujet du jour, où on va parler un petit peu d'intelligence artificielle et de surveillance, pour un peu donner suite à l'épisode précédent où on parlait notamment de protéger un petit peu sa vie privée avec les intelligences artificielles. Mais avant ça, on va passer à l'utilisation de l'intelligence artificielle de la semaine. Alors cette semaine, j'ai eu pas mal de petites utilisations de l'intelligence artificielle, mais je voudrais vous parler de deux cas qui pourraient peut-être vous être utiles de votre côté. Le premier, c'était tout simplement une utilisation pour m'aider sur un tableur Excel. Donc Excel permet de faire des formules qui sont en VBA, qui est un langage de programmation qui permet de créer des formules un peu plus complexes sur la plateforme. Personnellement, je suis loin d'être un expert dans ce langage de programmation, et par contre, je savais que j'avais besoin de faire un calcul un petit peu élaboré, avec une formule, avec plusieurs conditions, mais qui est pas forcément hyper simple à faire dans un langage que je ne connais pas. Et donc qu'est-ce que j'ai fait? Très simplement, j'ai posé la question à ChatGPT en langage naturel, en lui disant je veux que cette case Excel calcule une date mais de cette façon, et si c'est un jour du week-end, il faut pas compter le jour, et si c'est un jour férié non plus, ni un jour de la semaine, et en plus de ça il faut compter le nombre de jours entre deux dates moins celui d'une troisième date. Un calcul qui était un petit peu compliqué de ce style-là, et en le formulant en langage naturel, Excel a été capable de me faire une super formule, en m'expliquant un petit peu en plus la démarche qu'il a eue pour créer cette formule, et ça c'est vrai que c'est quelque chose de super utile. Tout ça passe par la partie code interpréteur de ChatGPT, qui permet de générer du code de programmation et qui permet de faire des choses assez impressionnantes. Et d'ailleurs c'est ça aussi le deuxième usage que j'ai retenu, c'est qu'avec cette partie code interpréteur qui permet à ChatGPT d'exécuter du code, on peut aussi générer des documents. Donc avant il fallait passer par des plugins de ChatGPT qui par exemple pouvait vous générer un document Word à partir d'un prompt. Par exemple, on demande à ChatGPT de nous produire une lettre. ChatGPT lui va nous produire un morceau de texte qui sera le modèle de la lettre, mais ce sera pas un document Word avec le formatage d'une lettre. Et ça on peut l'obtenir en utilisant la partie code interpréteur de ChatGPT. Et si on demande à ChatGPT de nous faire
une sortie d'information sous format Word, il va être capable de générer un Word directement qu'on pourra télécharger et récupérer. Donc ça, encore une fois, c'est disponible que sur ChatGPT+. C'est uniquement sur la version payante de ChatGPT, mais ça fait partie des choses intéressantes qu'on peut faire avec les nouvelles fonctionnalités de ChatGPT 4. Et ça nous permet de ne pas avoir à utiliser certains plugins, surtout qu'il y a pas mal des plugins de ChatGPT qui sont payants. Bon bah là, on peut déjà avoir un très bon résultat sans passer par les plugins payants, et on peut directement générer typiquement des documents Word, mais pas seulement. Donc voilà, je vous conseille de toujours regarder un petit peu ce qui se fait, c'est hyper intéressant. Et puis je vous dirai la semaine prochaine quelles utilisations j'ai eues. Ce serait pas mal que ce soit pour une fois autre chose que ChatGPT, mais voilà, on verra, parce que c'est vrai qu'aujourd'hui ça reste l'une des intelligences artificielles que j'utilise le plus. Donc Josh, aujourd'hui, on avait une nouvelle qui nous parlait de vidéo-verbalisation mise en place par le gouvernement français avec un arrêté qui permet notamment de verbaliser les conducteurs qui roulent sur des voies réservées. Et voilà, la façon dont cette verbalisation fonctionne, c'est que c'est une intelligence artificielle qui détecte les voitures qui roulent sur une voie réservée et qui ne devraient pas rouler sur une voie réservée, et qui permet donc du coup de verbaliser les conducteurs. Moi, tout ça, ça me fait penser aux possibilités qu'on pourrait avoir en matière de surveillance qui pourrait être fait avec l'intelligence artificielle, et notamment aux dérives qui pourrait y avoir avec ce genre d'usage. Est-ce que tu aurais des choses pertinentes à nous dire sur ce sujet ? La vidéo-verbalisation via l'intelligence artificielle représente un sujet fascinant et complexe. D'un côté, cette technologie promet d'améliorer l'efficacité et la sécurité sur les routes en identifiant et en pénalisant automatiquement les infractions. Cependant, elle soulève également des questions importantes sur la surveillance et la vie privée. Premièrement, l'utilisation de l'intelligence artificielle pour la vidéo-verbalisation montre comment la technologie peut être appliquée pour renforcer les lois et règlements. En détectant les véhicules qui empruntent des voies réservées illégalement, l'intelligence artificielle aide à maintenir l'ordre et à encourager un comportement de conduite responsable. Cela peut potentiellement réduire les accidents et améliorer la fluidité du trafic. Cependant, l'utilisation de l'intelligence artificielle pour la surveillance soulève des inquiétudes légitimes. Une question clé est celle de la précision et de la fiabilité de l'IA. Comment pouvons-nous nous assurer que le système ne fait pas d'erreur, par exemple en identifiant incorrectement un véhicule autorisé comme étant en infraction? Les erreurs pourraient mener à des sanctions injustes et éroder la confiance du public dans le système. Ensuite, il y a la question de la vie privée. Quelles informations sont collectées et comment sont-elles utilisées? Qui a accès à ces données et comment sont-elles protégées? Il est crucial que des mesures soient mises en place pour garantir que les données personnelles ne soient pas utilisées à mauvais escient ou sans le consentement des individus. En outre, il est important de considérer l'aspect éthique de la surveillance automatisée. À quel point sommes-nous à l'aise avec l'idée d'être constamment surveillés par des machines? Comment cela affecte-t-il notre perception de la liberté et de l'autonomie individuelle? La vidéo-verbalisation par l'intelligence artificielle est donc un exemple parfait des défis et des opportunités que présente l'intégration de l'IA dans la société. Pour naviguer CSO, un cadre réglementaire solide et des débats publics sont essentiels pour s'assurer que la technologie est utilisée d'une manière qui respecte les droits individuels tout en améliorant la sécurité et l'efficacité. Qu'en pensez-vous? Comment voyez-vous l'équilibre entre sécurité et vie privée dans ce contexte? Et oui, je suis d'accord avec toi, Josh. Moi, ça me fait vraiment penser à la question de la vie privée et de quelles informations sont collectées sur nous, et surtout à quel point on peut être d'accord avec le fait que nos informations soient utilisées pour nous surveiller constamment. Et voilà, est-ce que c'est quelque chose qu'on serait prêt à accepter ou non? Est-ce qu'on pourrait se retrouver dans une situation un peu dystopique où on se retrouvait entièrement surveillé par le gouvernement? Le fait est, je ne sais pas ce que tu en penses, Josh, mais que la technologie, a priori, va potentiellement être de plus en plus capable de vraiment réaliser une surveillance de masse. Qu'est-ce que tu en penses de ton côté? Est-ce que tu penses que c'est quelque chose qui techniquement serait possible? Vous soulevez là un point crucial, celui de l'équilibre entre sécurité et vie privée, une question qui devient de plus en plus pertinente à mesure que la technologie avance. Techniquement, la capacité des systèmes d'intelligence artificielle à réaliser une surveillance de masse s'accroît rapidement. Les progrès dans les domaines de la reconnaissance faciale,
De l'analyse comportementale et de la collecte de données rendent la surveillance à grande échelle non seulement possible, mais aussi plus efficace et moins coûteuse. D'un côté, il y a des avantages indéniables à une surveillance accrue, notamment en matière de sécurité publique. Par exemple, elle peut aider à prévenir le crime, à gérer le trafic et même à répondre rapidement en séance d'urgence. Cependant, la possibilité d'une surveillance omniprésente soulève des questions éthiques et morales profondes. Le principal problème est celui de la vie privée. À quel point sommes-nous à l'aise avec l'idée que nos moindres faits et gestes puissent être surveillés et enregistrés? Il y a aussi la question de la sécurité des données. Même si les intentions initiales derrière la collecte de ces données sont bonnes, que se passe-t-il si elles tombent entre de mauvaises mains? Ensuite, il y a le risque de l'effet Big Brother, décrit dans des œuvres dystopiques comme 1984 Inch de George Orwell, où la surveillance constante est utilisée pour contrôler et opprimer la population. Une telle réalité pourrait gravement éroder les libertés civiles et donner lieu à des abus de pouvoir. Techniquement, oui, la surveillance de masse est de plus en plus réalisable, mais cela ne signifie pas qu'elle est souhaitable ou qu'elle devrait être mise en œuvre sans restrictions sévères. La clé est de trouver un équilibre, où les avantages en matière de sécurité et d'efficacité sont pesés contre le droit fondamental à la vie privée et à la liberté individuelle. Cela nécessitera un débat public approfondi, une législation réfléchie et une surveillance constante des technologies de surveillance. Qu'en pensez-vous? Quel équilibre seriez-vous prêt à accepter dans votre propre vie? Alors c'est vrai que moi personnellement, un État qui serait capable de nous surveiller en permanence, c'est quelque chose que je trouve assez angoissant et je pense très peu souhaitable. Mais le fait est que je pense que c'est des choses que les gouvernements vont essayer de pousser de plus en plus, notamment sur l'aspect sécurité routière. Ce serait peut-être l'un des endroits où ce serait le plus facile en tout cas de faire accepter ce genre de surveillance. Maintenant, il y a quand même quelque chose qu'il faut garder en tête, je pense, c'est que l'intelligence artificielle, elle permet de surveiller les personnes avec, par exemple, des données vidéo qu'on pourrait rajouter. Donc, pour pouvoir mieux surveiller les personnes, il faudrait rajouter plus de caméras, les filmer, les réunir toutes ces informations dans une intelligence artificielle qui, elle, serait capable, par exemple, de tracer le chemin d'une personne pour savoir où elle a été à quel moment, mais aussi de capter les mouvements de foule, de savoir s'il y a des zones de danger ou autres, pour, par exemple, envoyer des alertes à la police. C'est des choses qui sont de plus en plus possibles et qui existent déjà, en tout cas. Donc, à voir comment ça pourrait s'appliquer. Mais un point, je pense qu'on peut sous-estimer avec l'intelligence artificielle, c'est ce qu'elle est déjà capable de faire avec en fait les données actuelles qu'on donne en fait et qui sont des données qui peuvent être déjà actuellement utilisées par des publicitaires, mais aussi par des gouvernements via en fait ce qu'on appelle le big data. Donc petit aparté juste sur la partie big data parce que je pense que c'est quelque chose d'assez important à expliquer et qui a un impact très important aujourd'hui et qui va avoir un impact qui va prendre encore plus d'importance avec l'intelligence artificielle. Donc le big data, qu'est-ce que c'est? C'est le fait de collecter énormément de données qui peuvent parfois être pas du tout corrélées. Ça peut aller du téléphone que vous utilisez jusqu'à le dernier trajet que vous avez fait sur votre GPS, en passant par combien de temps vous avez mis pour scroller sur une page que vous regardiez sur votre navigateur web. Et en fait, quand on a des intervenants tels que Google ou Facebook qui sont un petit peu implémentés partout sur le web, sur différentes pages internet qui leur permettent de nous suivre en fait un peu à la trace. En agrégeant toutes ces informations là et en les croisant, on peut réussir à profiler des personnes de façon très précise en fait et à faire des conclusions qui sont des fois vraiment hyper impressionnantes. Donc moi par exemple je me rappelle d'un projet sur le big data que j'avais pu faire lors de mes études où on avait en base de données tous les tickets de caisse qui avaient pu être générés d'un supermarché aux États-Unis sur un an. Et en fait, avec ces tickets de caisse, on pouvait croiser les informations avec différents types d'algorithmes et trouver des corrélations qui étaient vraiment surprenantes. Et par exemple, dans les corrélations qu'on avait, si on faisait une corrélation entre une personne qui achetait par exemple du dentifrice et du lait, cette personne allait forcément acheter du papier toilette. Donc ça paraît complètement dingue comme corrélation, mais il se trouve que sur le volume de données qu'on avait, le volume de
de données est tellement énorme, et quand on se retrouve en fait avec 99,999% des cas où quand une personne achète du dentifrice et du lait, elle achète aussi du papier toilette, ça nous permet de faire une corrélation et de savoir que peu importe qui vous êtes et votre profil, si vous rentrez dans ce magasin et que vous achetez du dentifrice et du lait, on saura que vous allez acheter du papier toilette parce que toutes les personnes qui ont fait ces achats avant vous ont acheté ces trois objets ensemble. Et c'est ça la puissance en fait du big data, c'est que même si on n'a pas des informations directement sur vous, en ayant des informations sur d'autres personnes qui vous ressemblent, on peut réussir à en déduire des informations sur vous. C'est ça ce que les publicitaires utilisent pour cibler les gens, faire des publicités qui sont très ciblées et savoir que par exemple quelqu'un qui a la même tranche d'âge que vous, qui habite dans la même ville, qui s'intéresse à certains sujets et qui par exemple ne fait pas attention à la diffusion de ces informations privées et qui donc du coup est quelqu'un qui est très facilement traçable sur les réseaux, en ayant une autre information sur vous, simplement peut-être votre tranche d'âge et le lieu où vous habitez, en recoupant avec les personnes de votre région qui ont donné un peu plus d'informations et en par exemple sachant ce qu'elles vont aimer, on va pouvoir avoir une publicité plus ciblée sur vous parce qu'on sait que les personnes qui ont le même âge que vous et qui habitent dans le même endroit que vous ont aimé un produit ou ont aimé une application ou peu importe. Ça va permettre de profiler les personnes, de les mettre un peu dans des petits groupes et de savoir que même si dans ce petit groupe vous avez donné que peu d'informations, par exemple simplement votre date de naissance, votre lieu d'habitation et même je sais pas, on pourrait penser à votre nationalité, votre nom, prénom, ce genre de choses là. Si on a d'autres personnes qui ont le même âge que vous, qui habitent au même endroit, et qui eux par contre ont donné énormément d'informations, peut-être qu'ils ont liké plein de pages sur Facebook, peut-être qu'ils ont suivi plein de comptes Instagram, peut-être qu'ils ont une navigation sur internet avec en acceptant tous les cookies et en donnant un maximum d'informations à Google, en recoupant toutes ces informations là, on va pouvoir avoir un très bon profil de ces personnes là et savoir que de votre côté, vu que vous avez beaucoup de points en commun avec ce profil-là, il y a beaucoup de chances pour que des choses qui intéressent cette personne-là vous intéressent vous aussi. C'est un petit peu comme ça que ça fonctionne. Et l'intelligence artificielle, elle a vraiment une capacité d'avoir une analyse hyper fine de ce genre de grande base de données et de pouvoir en tirer des informations ultra pertinentes. Donc c'est beaucoup utilisé dans l'aspect publicité, marketing et autres, mais ça pourrait être aussi très bien utilisé dans l'aspect surveillance. Et on pourrait imaginer des profils de comportement qui se feraient par exemple sur la façon dont vous utilisez les réseaux sociaux et à partir de ça déduire des choses sur votre personnalité, sur votre façon de vivre, sur votre par exemple potentiel risque à commettre des infractions. Et si on pousse les choses sur ce genre de domaine, si on a par exemple des voitures qui elles ont de plus en plus d'électronique avec les voitures électriques, en analysant la façon dont vous utilisez votre voiture avec par exemple la vitesse à laquelle vous allez, votre accélération, ce genre de choses là, les données qui sont enregistrées par la voiture pourraient être utilisées pour vous faire un profil et en fonction de ce profil par exemple vous faire une assurance qui serait à un prix différent et si vous avez tendance à avoir le pied lourd sur l'accélérateur, vous faire payer une franchise d'assurance plus élevée que la personne qui aurait un comportement plus relax sur la conduite. Donc c'est vraiment des choses qui techniquement sont possibles. Maintenant la question c'est comment elles vont potentiellement être implémentées, comment la loi va réglementer un petit peu tout ça, qu'est-ce qui va être aussi accepté ou non, est-ce que vous seriez prêt à payer une assurance potentiellement moins chère mais à condition qu'elle vérifie tout ce que vous faites sur votre véhicule et que tout ça soit compilé avec une intelligence artificielle et le big data pour savoir si vous êtes un conducteur à risque ou non. Si ça vous permet d'avoir une grosse économie sur votre assurance, peut-être que oui. Si au contraire ça vous représenterait beaucoup de malus, j'imagine que non. Et dans tous les cas, ça resterait un outil qui pourrait être utilisé pour vous surveiller et qui, comme Josh nous l'a dit, pourrait être potentiellement utilisé derrière à mauvais escient. Donc, pour résumer, moi je pense que on a aujourd'hui une intelligence artificielle qui est en plein boom, une technologie qui nous permet de faire de plus en plus de choses, qui petit à petit du coup intéresse à la fois les gouvernements mais aussi les grandes entreprises pour pouvoir mettre en place des choses qui permettent de surveiller les personnes. Alors ça peut être des choses qui sont a priori à bon escient au départ, comme la sécurité routière, mais ça peut être aussi des raisons purement commerciales et marketing, ou même purement de surveillance, dans un gouvernement autoritaire par exemple, on pourrait imaginer ce genre de technologie être utilisée pour avoir un fort contrôle sur la population
population. Et donc je pense que c'est important de se rendre compte de où on en est d'un point de vue technique, de savoir que c'est des choses qui pourraient être appliquées très rapidement dans la société, et donc de s'y intéresser, de s'assurer que quand des choses comme celle-ci arrivent, on en parle et on soit capable de savoir à quel point l'intelligence artificielle va avoir un impact sur la surveillance, et rester toujours informé sur ce genre de sujet pour ne pas se retrouver dans un monde dystopique comme Josh nous l'a dit, et se retrouver dans un monde comme 1984 où on est entièrement surveillé par à la fois de la vidéosurveillance, mais surtout par l'intelligence artificielle qui elle a une capacité de surveillance immense, qui ne se trompera pas, qui ne se fatiguera pas, contrairement à des humains, qui pourra aussi surveiller avec un même niveau de qualité en permanence. Elle n'aura pas de perte d'attention entre guillemets, donc se retrouver dans un monde dystopique qui serait même encore plus dystopique que le monde que nous a présenté George Orwell. Et au passage, Josh a toujours des problèmes de prononciation avec les nombres, il s'est un peu raté sur le titre du livre. Bon, en tout cas, si vous avez écouté jusque-là, je vous remercie. Je vous conseille si vous le pouvez, me laisser un commentaire 5 étoiles sur Apple Podcast. Et pour information aussi, je vais m'occuper de reposter à l'occasion le podcast sur le Père Noël, puisque on m'a fait des retours et qu'il y avait des problèmes de son sur ce dernier, avec le son qui coupait. Je pense que j'ai eu un petit souci, j'ai exporté la mauvaise version sur mon logiciel. Donc je m'occuperai de corriger ça, et j'espère que ce genre de petits soucis n'arrivera plus sur les prochains épisodes. Bon, je vous dis à bientôt, et restez sur vos gardes, en tout cas en matière d'intelligence artificielle et de surveillance, parce que je pense que ça reste un sujet hyper important.